Bonjour à tous et bienvenue dans l'Annales d'Issou. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir chez nous un jeune talent originaire de la ville de Grigny. Il est acteur, réalisateur et sort de la FEMIS, École nationale supérieure des métiers de l'image et du son. On a pu le voir jouer dans plusieurs films tels que K.O. de Fabrice Gobert ou encore The Young Karl Marx de Raoul Peck, actuellement au cinéma. À son actif, il a plusieurs courts-métrages et il finalise actuellement la post-production de son troisième court-métrage. Notre invité du jour est Djigui Diarra, accompagné de son comédien Lokman Bengana. Bonjour Djigui et Lokman. Bonjour. Alors bienvenue à vous dans l'Annales d'Issou. C'est un honneur pour moi de vous accueillir ici. Pour nous aussi. Ça me fait plaisir. Alors avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Vas-y. Ok. Lokman, 26 ans, gris noir, quoi d'autre? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Dans la vie, je suis ingénieur informatique. D'accord. Et je suis acteur. À tes heures perdues, on va dire. À mes heures perdues. Et toi Djigui? Djigui Diarra, 26 ans. Je viens de la ville de Grigny et je suis acteur-réalisateur. Depuis, on va dire, 4 ans maintenant, sérieusement. D'accord. Comment as-tu découvert le monde du cinéma et comment t'es-tu orienté vers le cinéma? D'accord, en fait je suis tombé dans le cinéma très tôt, depuis que je suis petit. Je regardais, j'étais très friand des films de Kung Fu des années 70-80 avec mon père. C'est lui qui m'a transmis cet amour du cinéma. Et voilà comment je suis entré dans le cinéma en fait. J'ai tout de suite voulu être acteur. Alors, au début c'était très enfantin, c'est-à-dire je voulais affronter des gangsters avec mes amis. Et plus tard quand je suis arrivé au collège, j'ai un peu mûri, mais cette envie assez solidifiée. Cette envie s'est colmatée si on peut dire. Dès que j'ai vu le film Yamakasi, j'ai vu certains de nos aînés érigés en tant que héros. Et je me suis dit, ah mais en fait, si eux ils l'ont fait, moi aussi je peux le faire. Je n'ai qu'à travailler tout simplement et ça va le faire par la suite quoi. Ok, donc tu as eu l'opportunité de jouer dans plusieurs films. Oui. Alors quel a d'abord été ton ressenti lorsque tu as appris que tu allais jouer dans ces films-là? Et quel a été ton état d'esprit pendant les tournages? D'accord. Par exemple, pour le film K.O. de Fabrice Gobert, dans lequel j'ai eu l'un des seconds rôles, j'ai été franchement très surpris, mais très fier en même temps d'avoir l'opportunité d'être dans ce film et de pouvoir tourner avec un réalisateur de renom comme celui-ci en fait. Donc au début il y a la stupéfaction, parce que voilà, j'ai passé le casting, je m'étais préparé en amont, voilà, je me suis dit que j'allais me donner à fond, mais je ne pensais pas vraiment que j'allais être pris quoi, tu vois. Et quand voilà, il a annoncé que c'était moi parmi les nombreux candidats qu'il a choisi, je me suis concentré pour aborder la phase du tournage comme il se fallait et ne pas le décevoir lui, mais ne pas me décevoir moi et ne pas décevoir les gens qui croient en moi en fait, qui me soutiennent et qui me poussent constamment. Après pour The Young Karl Marx aussi de Raoul Peck qui est actuellement au cinéma. Dans un premier temps très fier de pouvoir participer à ce genre de projet, mais après très vite je me focalise sur un but qui est de faire bien ma partition si on peut dire et aller jusqu'au bout quoi. Donc, et surtout aussi profiter de ces expériences. On va parler maintenant de tes courts-métrages. Donc pour les personnes qui ne les ont pas vus, est-ce que tu peux nous faire un peu une petite présentation? D'accord. Donc pour Utopia par exemple qui est sorti en 2013. Voilà, Utopia que j'ai fait avec la Fondation France Télévisions. J'avais gagné un concours et ils m'ont permis de le réaliser avec 3000 euros. Donc voilà, ça raconte un peu l'histoire d'un jeune qui veut arrêter son activité passée de dealer pour essayer d'être dans le droit chemin et rassurer ses parents. Ensuite, quand j'ai intégré la FEMIS, j'ai réalisé mon second court-métrage avec plus de moyens et plus de, comment dirais-je, d'expérience. Donc Natou pour elle, au milieu 2015, voilà, qui raconte l'histoire d'un fils qui est prêt à tout pour exaucer le dernier souhait de sa mère, qui est de mourir en Afrique, au Mali. Et dernièrement, Malgreux, qui abordera le sujet compliqué, si on peut dire, des crimes policiers
Ok, alors on va juste revenir un peu sur Na tout pour elle, parce qu'on va dire c'est vraiment le premier court-métrage qui a eu un gros succès. Donc, le titre c'est Na tout pour elle. Oui. Alors, Na, qu'est-ce que ça signifie? Bah, Na, en fait, Na en bambara, mais surtout en malinké, ça veut dire maman en fait. Oui. Et j'aime beaucoup cette appellation parce que je trouve c'est la plus affectueuse en fait de toutes. Il y a beaucoup de mots pour dire le mot mère, mais celui-ci je le trouve vraiment touchant en fait. Ouais. Et comme ça raconte l'histoire d'un amour indéfini d'un fils envers sa mère, je me suis dit ce mot correspondrait parfaitement au thème, quoi, tu vois. Donc, et vu qu'il se sacrifie, là, tout pour elle en fait, tout simplement. Okay. Voilà. Donc tu as voulu rendre un peu un hommage aux mamans. Voilà, un hommage aux mamans, un hommage à la femme en général, mais plus à la maman, celle qui est en banlieue, celle qu'elle soit noire ou arabe. Bon là en l'occurrence c'est noir, mais la transposition est facile. C'est ma manière de les remercier, de vous dire merci de nous avoir éduqués comme il se fallait. Et nous, vos fils, on va tout faire pour vous rendre honneur et vous rendre grâce, comme il se doit. Donc ta maman dans le court-métrage, c'est la talentueuse Marie-Philomène. Que je salue au passage. Voilà. Comment s'est passée votre rencontre? Notre rencontre, c'était pendant une manifestation en fait. Et puis je l'ai reconnue en fait. Je l'ai reconnue. Je me suis dit, c'est Madame Diallo dans le Issamer. Oui. Et j'avais honte en fait de lui parler, mais je me suis dit, j'ai pas de honte à avoir en fait. Et en plus, c'était la période où j'étais en train d'élaborer le projet Na tout pour elle, et j'avais besoin d'une maman. Donc moi je voulais pas, il était hors de question que ce soit ma vraie mère, tu vois. Oui. Je voulais une actrice. Donc écoute, je suis parti la voir et on a fait les présentations. Elle m'a tellement bien accueilli, si on peut dire. Elle a été très réceptive du message que je voulais faire passer, etc. etc. Et on a pris contact comme ça, et très vite est venu les répétitions, voilà en gros comment ça s'est passé. Et très très bonne actrice vraiment, et elle me donnait à moi ainsi que Lokman et tous les autres des conseils pour essayer de trouver notre jeu. Vraiment très fier d'avoir joué avec cette grande dame, et voilà, c'est ma marraine maintenant, donc c'est cool. Et bon, on lui fait un petit coucou, on la salue. Yes. Fort de son succès, Na tout pour elle a été racheté par 2 chaînes télé. Ouais. Donc qui sont, rappelons-nous, TV5 et RTBF. Alors comment tu t'es senti lorsque tu as appris la nouvelle? J'étais là. On jouait à la play. Je reçois un message de mon ancien producteur qui me dit il y a 2 chaînes qui veulent acheter ton film. Moi je me suis dit, une blague, c'est pas possible, tu vois. Et mais en fait, c'était la vérité. Et j'étais très très content. Encore une fois, franchement, une grande fierté, parce que j'ai eu vraiment du mal à faire ce film. Ça a été très dur, très très compliqué, parce que l'histoire en elle-même n'a pas, en prime abord, intéressé beaucoup de personnes. Ouais, tu vois. Ça n'a pas intéressé beaucoup de personnes. C'est original sans l'être, en fait, tu vois. Et moi vraiment j'ai mis un point d'honneur pour aller jusqu'au bout de cette histoire, et leur montrer que vous vous trompez, je peux faire quelque chose de potable, de bien avec cette histoire. J'ai vraiment voulu leur montrer que, en étant sincère, en travaillant à fond, il peut découler des choses positives par la suite. Et ça, c'est vraiment la récompense ultime. Je ne m'attendais pas à ça. Vraiment, D'accord. Et toi, Lokman, donc tu as participé au film. Qu'est-ce que tu as fait? Dans le film Na tout pour elle, plusieurs choses. D'abord, en fait, j'étais beaucoup sur la partie régie et tout ce qui est extérieur, ce que tu vois dans le produit final. Parce qu'il y a des gens derrière qui font beaucoup. Après, j'ai eu l'occasion de faire un peu de figuration dedans. Mais c'était surtout, en fait, il y avait une partie un peu. Donc, en fait, le personnage de Iki, c'est un sportif. Donc, il y avait toute une préparation physique avec Dibi. J'étais là pour ça, en fait. D'accord. Et lui, comment il s'appelle, Boris Stulman. Ouais, j'ai du mal avec son nom de famille, mais un très bon acteur. Un très bon acteur, donc je les ai préparés pour ça. Voilà. Et Dédara, ce qui est autour du film. Qui lui, de base, est extérieur à tout ça, en fait. Oui, il n'est pas acteur. Ouais. Ouais. Ok. On va ça aussi par hasard. On va passer maintenant donc à ton 3e court-métrage. Donc Lokman aussi, tu as participé à ce projet. Et là, maintenant, tu as eu l'un des rôles principaux. Ouais. On va te féliciter. Ok, alors, le court-métrage
se nomme Malgré eux. Yes. Donc le thème c'est les bavures policières. Violence policière. Violence policière, autant pour moi. Et donc le tournage a déjà eu lieu dans plusieurs villes, donc à Viry, Ris-Orangis et Grigny. Ouais. Alors est-ce que tu peux nous en dire plus? Que raconte l'histoire et pourquoi tu as choisi ce thème-là? Bah, malgré eux, en fait, c'est simple, c'est un constat que j'ai fait, une problématique qui nous mine, nous, gens de banlieue, et même la France en général maintenant, depuis un certain nombre d'années, voire de décennies, c'est-à-dire les rapports compliqués entre les jeunes de banlieue et la police. Pourquoi cet affrontement continuel? Pourquoi cette peur entre les deux camps? Voilà, à Grigny, nous, on a côtoyé la police plus qu'il ne le fallait de base. De par plusieurs facteurs. Donc moi j'ai fait un constat, je me suis dit écoutez, en peu de temps je vais essayer de vous expliquer ce qui se passe dans ces quartiers où la tension est plus grande, où chacun peut-être a ses raisons d'en vouloir à l'autre, mais quand il y a mort d'homme en tout cas, c'est-à-dire quand il y a une bavure policière, voilà, quand il y a mort d'homme, il y a une justice à deux vitesses. L'histoire, tout est fait pour qu'elle tombe aux oubliettes. Voilà, ça je voulais le dénoncer aussi. La prise de position, elle est celle-ci, quoi. Chacun a ses raisons, mais quand même, quand il y a une bavure, quand il y a mort d'homme, tout simplement, il y a un camp qui est protégé. Et exactement, tout simplement. Et à rappeler de base quelles sont les fonctions de la police, qui est de protéger, de servir, et non pas de tuer et détruire. Voilà, je sais pas si t'as quelque chose à dire. Non, du tout, En fait, tout à l'heure, quand tu as dit bavure policière, j'ai insisté sur la violence policière parce que c'était un. Parce que c'est grave. Parce qu'en vérité, il y a beaucoup de. La bavure, c'est quelque chose qui n'est pas intentionnel, tu vois. Oui, alors que oui, il frappe. Alors que de l'autre côté, tu as quand même des excès de violence qui mènent à la mort. C'est pas une bavure, il arrive. Tu vois, donc après, notamment, moi je pense beaucoup à ceux qui sont décédés dans ça, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que je préfère mettre ça un point d'honneur là-dessus, tu vois. Totalement, et j'aimerais finir par. Oui, voilà, aussi, bon, j'ai été un peu influencé par ce qui se passe actuellement au niveau de l'actualité, que ce soit Adama Traoré, Théo, mais même les affaires plus anciennes, Lamine Dieng, chez nous à Grigny, Terence Roland. Voilà, je pense que je suis l'un des plus légitimes pour parler de ce problème, pour parler de ce fléau. Et mon regard il sera pas biaisé, c'est pas un fantasme en fait. Voilà ce que je veux dire. Vécu, quoi. Voilà, exactement, c'est inspiré de faits réels, que ce soit pour moi ou les gens de mon entourage en fait. Et j'ai été encouragé aussi pardon, d'une certaine manière quand j'ai vu certains réalisateurs et réalisatrices aborder ce thème-là, mais en mode totalement, c'est en mode fantasme quoi. Et c'est pas pas très réel. Exactement, c'est pas réaliste du tout. Donc je me suis dit bon, je vais proposer quelque chose. Et je dis pas que moi c'est mieux que tout le monde, mais je pense que c'est un angle intéressant et on pourrait s'y pencher quoi. Alors Lokman, pour ce court métrage là aussi, donc comme j'ai dit, tu as l'un des rôles principaux. Pourquoi tu as décidé de participer de nouveau au projet Djigui et qu'est-ce qui t'a donné aussi envie d'y participer? Alors franchement, le projet Malgré eux, c'est en fait c'était que du plus, il y a zéro moins. Déjà je suis mes frères, tu vois. Donc ce qu'il fait me concerne et je l'aide dans ce qu'il fait et inversement. Déjà premier plus, deuxième plus, je suis grave touché en fait par ce qui se passe, tu vois, tout ça. C'est quelque chose, je pourrais te faire une liste, tu vois. J'ai les noms en tête chaque fois, tu vois. Je pourrais te faire la liste entière de tous ceux qui sont décédés dans des circonstances un peu bizarres, tu vois. Et ça me touche, tu vois. Ce qui m'a motivé à faire quelque chose, tu vois. C'est quand j'ai vu l'interview de la mère de Adama Traoré, tu vois. Et là, je me suis dit, en fait, des moments comme ça, tu vois, il y en a combien, en vrai, tu vois. En fait, c'est pas la mère d'Adama Traoré, c'est ma mère. Tu vois, Adama Traoré, ça aurait pu être. Ça m'a motivé, tu vois. Et du coup, donc il y avait aussi cette envie-là, en fait, de dénoncer les choses, et puis aussi tout ce qui est un support médiatique, on va dire. Je trouve qu'ils abordaient la question de manière un peu superflue, tu vois. Ils abordaient surtout la question comme si c'était une bavure, tu vois, c'est pas fait exprès. C'est édulcoré. C'est grave édulcoré, c'est pas fait exprès, il est mort, mais j'ai pas fait exprès, tu vois. Et après, t'as le mur bleu du silence, et tout ce qui va avec, la justice qui va, en fait, la police est là, ils sont là, tu vois. Elle est dédouanée en fait.
Voilà, tu peux tuer quelqu'un, après tu vas faire des contrôles de police après dans le sud, 2-3 mois, après tu reviens. On ne dit pas que la police, non, attention, c'est le but premier de tuer les gens, on ne dit pas ça. Mais en tout cas, dans certains endroits... En fait, le truc c'est que c'est tellement grave, tu vois, il n'y a pas d'excuse. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont entraînés tous les jours, par exemple, tu vois, je fais un exemple tout simple. Ils sont entraînés tous les jours à se faire insulter, tu vois. Oui. C'est pas pour autant que quand tu dégaines ton arme ou quoi que ce soit. Tu vois, tout à l'heure il parlait, excuse-moi, j'avance vite fait le truc, mais tout à l'heure il parlait des événements qui ont fait que les gens aussi aujourd'hui prennent conscience de ce qu'a fait la police. Il y a eu des trucs de nuit debout. T'as un gamin de 14 ans, il se fait arracher la mâchoire parce que le keuf il était pas content, tu vois. Aujourd'hui il est en train de manger avec une paille, il trouve ça normal. C'est pas normal. Tu vois, c'est un truc de ouf. L'autre il tombe dans le coma parce que le keuf il l'a battu, tout ça. Et carrément après t'avais des vieux babtous comme ça, des hippies, tout ça, ils viennent, ils allument des keufs. Les gens vont dire, oh c'est cool. Ben ouais, parce que frère, c'est pas tout le monde est concerné par cette problématique en fait, tu vois. C'est pas un truc de banlieue, ça touche tout le monde. Voilà, exactement. Bref, tout ça a fait que je me suis dit, non, il fallait que je fasse quelque chose de proactif. Tu vois, je me contente pas juste de dire, ah c'est bien. D'accord. Et donc, tu as trouvé ça difficile ou plutôt facile d'être dans un court-métrage professionnel? Donc là, maintenant, tu n'étais plus vraiment dans la régie, tu étais devant la caméra. Donc, voilà, avec une vraie boîte de production, etc. Non, c'était hyper dur. Déjà, de 1, c'était dur parce que après, je ne l'ai pas fait ressentir devant tout le monde, mais je savais que les gars, comme ils disaient que je venais pas du milieu de cinéma, ça allait être compliqué, tu vois. C'était vraiment un cercle vertueux, tu vois. Plus j'en faisais, mieux c'était. Voilà. Moi j'aimerais rajouter quelque chose, c'est que le personnage de Ali qu'il incarne, quand je l'ai écrit, j'ai grandement pensé à lui en fait. Je dis pas que j'ai écrit le rôle pour lui, mais en tout cas il t'a inspiré. Il m'a inspiré d'une certaine manière, tu vois. Pour moi, un réalisateur, ses films, c'est un peu la retranscription de son univers en fait, si on peut dire, tu vois. Donc que ce soit Jackie qui joue le rôle de Toussaint dans le film, ou Lockman, je me suis inspiré un peu de mon vécu, si on peut dire, tu vois. Il s'est révélé, j'ai été agréablement surpris en voyant, moi ainsi que soit la script, que soit la chef de file, que soit même la chef opératrice, il s'est révélé en tant qu'acteur. Il est pas en dessous, il est en dessous de personne, et il y a vraiment des passages très touchants, donc c'est vraiment encourageant par la suite. Je me souviens, il y avait une personne qui m'a dit ah mais lui il est acteur, parce que bon, nous, moi et Jackie, on avait déjà une certaine visibilité, si on peut dire, et on m'a demandé si lui il était acteur. J'ai dit non, mais dans très peu de temps il va l'être, je pense. On l'espère, on l'espère. Ah oui, non, franchement, c'est quelqu'un de talentueux, vraiment, et je ne pas mon choix. J'aurais pu prendre des acteurs de son profil déjà plus établi, mais déjà entre nous deux il y a déjà une certaine complicité, donc pour la retranscrire à l'écran ça va pas être compliqué, premièrement. Et deuxièmement, lui c'est comme un diamant, je vais le polir un peu à droite à gauche, et il va quand même s'attirer, il va quand même briller, tu vois ce que je veux dire. Moi je me suis dit je vais bien le diriger, et ça va le faire, et ça l'a fait, donc ça me touche. On peut te féliciter aussi. Et donc, quel a été justement le ressenti de ton entourage concernant ta participation au tournage de T'es pas acteur, on est d'accord? On sait que des fois, la famille n'aime pas trop. Non, ils n'aiment pas trop, mais moi de base, franchement, je veux dire, moi-même de base, je trouve qu'ils me montrent très peu. Je me montre très peu, tu vois. Pour le coup, ma mère, elle a dit carrément, en fait, quand il faisait ses films, elle disait pourquoi tu fais pas jouer Lockman? C'est des blagues, tu vois. Elle venait quand j'allais manger chez eux, mais pourquoi tu veux pas? Maintenant c'est bon. Elle s'est dit bon, si je le mets pas, après là je te parle du cercle vraiment restreint. Après le reste des gens c'était plutôt ah tu joues dans un film, c'est bien tout ça, tu vois. Moi c'était très encourageant, j'ai pas eu d'aspect négatif là-dessus. D'accord. Donc vous avez eu aussi le soutien de nombreuses personnes. Oui. Est-ce qu'il y en a une particulièrement, déjà que tu peux me citer, une personne qui te tient à cœur? Déjà, j'aimerais remercier toutes les personnes, qu'elles soient de Grigny ou de l'extérieur, toutes les personnes qui me laissent des messages magnifiques d'encouragement sur Facebook ou autre. Je vous remercie infiniment pour le soutien inaltérable que vous me procurez, si on peut dire d'une certaine manière. Déjà, ces personnes-là, sans elles, moi je suis personne. Et sans elles, le film jamais n'aurait pu se faire. Dis-toi que ce film il a été financé grandement par un financement participatif en fait. Donc sans les personnes qui croyaient au projet et qui nous soutenaient,
jamais j'aurais pu faire ce film, donc je les remercie infiniment. Après, j'ai été soutenu par des personnalités, par exemple ma marraine, des personnalités influentes, que ce soit à Grigny ou dans les villes à côté, mais j'ai reçu le soutien d'une grande dame, Assa Traoré, la sœur d'Adama Traoré, qui est une figure emblématique de la lutte contre les crimes policiers et tout ce qui va avec. Donc pour moi, recevoir le soutien de ce genre de personnes, ça me motive, et je me dis, ah ben finalement, je raconte pas de la merde, quoi, tu vois. Les gens ils sont réceptifs et c'est cool, et elle a participé au film aussi, donc voilà. Donc, en fait, t'avais l'impression de faire un truc, tu sais, qui était comme si t'étais en train de faire quelque chose à plusieurs endroits en même temps, tu vois. Et t'es en train de faire passer le message de plusieurs personnes en même temps, tu vois, c'est ça, un peu un porte-parole, voilà. Exactement, et pour moi c'est un grand honneur qu'elle m'a fait en acceptant de jouer et de participer au film, quoi. D'accord. Et au niveau justement de la mise en scène, est-ce que ça a été compliqué? Parce qu'il y a une bavure, on sait, dans le film. Est-ce que ça a été compliqué de mettre en place tout ça? Moi j'ai opté pour un truc très simple avec ma chef opératrice, c'est-à-dire que on suit l'itinéraire de 3 jeunes, Toussaint, Ali et Maury. Et moi je voulais que les spectateurs se sentent comme un quatrième membre de la bande d'amis, en fait, tu vois ce que je veux dire. Donc on a plutôt opté pour une caméra à l'épaule, vraiment simple, hein, une caméra à l'épaule, et on suivait le parcours des jeunes, quoi. Donc voilà, on a opté pour ça avec la chef opératrice Juliette Barra pour gérer la figuration. J'ai fait appel à une très grande amie, Linda Garesh, qui est réalisatrice et que je salue au passage. Voilà, qui s'est occupée de la figuration, en fait. D'accord, donc là vous êtes en post-production. Ouais. Quand est-ce que le film va sortir? J'attends ça avec impatience. Tu mets la pression là, doucement. Prenez votre temps pour que ça soit quelque chose de bien et que tout le monde apprécie. J'espère pour la période des vacances de décembre pouvoir faire les premières projections publiques. Et puis si le film il est de qualité, l'envoyer au festival et tout ce qui va avec, quoi. En tout cas, commencer des projections publiques vers ces eaux-là, quoi. D'accord, ok. Fin décembre. Alors donc, Dilly, tu es acteur, réalisateur. Luqman, tu es informaticien. Ouais. Donc, vous êtes tous les deux fils d'immigrés vivant en banlieue. Exact. Voilà. Et fier de l'être. Totalement fier. Total. Très bien. Donc, on peut dire que vous avez quand même réussi à faire quelque chose de votre vie. De notre vie, bah, elle n'est pas encore. Elle n'est pas terminée, mais voilà, vous êtes sur un bon chemin. Ouais, c'est pas mal. Ça peut se terminer après, donc ouais. C'est pas mal, moi je trouve. Oui, hein. quand même. Moi je trouve ça cool, franchement je trouve ça cool. Alors, juste, quel conseil vous pouvez donner aux personnes comme vous, filles et fils d'immigrés vivant en banlieue, donc qui ont envie justement de réussir dans leur vie, mais voilà, qui ont envie de faire quelque chose, mais qui ne savent pas trop comment s'y prendre, ou ils sont un peu perdus, ou justement ils se disent, moi, voilà, je suis immigré, je vis en banlieue, voilà, en gros, je vais pas réussir dans ma vie. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Les motiver, comment vous les motiver? C'est une bonne question. Ouais, très bonne question. Moi, ce que je pourrais leur dire, c'est un truc que j'essaie vraiment d'appliquer. C'est même pas que j'essaie, c'est que j'applique à chaque fois quand je fais quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a une grande personnalité aux États-Unis que j'admire beaucoup, Eric Thomas, qui dit que si tu veux réussir plus que tu as envie de respirer, tu réussiras. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire quelque chose qui est vital. Respirer, l'oxygène, c'est vital. Pour nous, on fait ça en mode normal, tu vois. Je le prends lui, je le mets dans la piscine, je le noie. La seule volonté qu'il aura, c'est de trouver de l'oxygène. Si tu as cette même envie, tu la retranscris dans ton envie de réussir, tu réussiras. Si tu travailles comme à fond, tu t'acharnes au travail, tu as une éthique de travail très poussée, tu as un acharné, tu as un bourreau du travail, tu réussiras. Si tu prends exemple sur des modèles qui justement ont cette éthique de travail, tu réussiras. Si tu programmes différemment tout ce qui est la procrastination, c'est-à-dire remettre les choses au lendemain, etc., tu fais ça maintenant et pour toi c'est comme une urgence, c'est vital, tu réussiras. Et je vais finir sur un truc, c'est que si tu comprends que toi seul peux remédier à telle ou telle chose, toi seul pourras t'emmener au succès auquel tu veux, auquel tu prétends, tu réussiras. Tu vois ce que je veux dire? Donc si tu as envie de réussir, plus que tu n'as envie de respirer, tu réussiras.
Wow. C'est beau, hein. C'est fort, hein. C'est ça. Et toi, qu'est-ce que tu peux ajouter? Franchement, je vais partir dans la continuité de ce que tu dis. Faut avoir le talent. En vrai, il faut être un peu comme Sankara, tu vois. Il faut être intègre, tu vois. Faut être intègre, ça c'est le début. Tu vois ce que je veux dire. Si vous voulez réussir la vérité, faut être déterminé. Faut en donner. Ah oui. Faut être déterminé, faut être prêt à faire 4 fois, 6 fois, 20 fois plus que les autres. Ça c'est un truc, c'est dans le quotidien. Faut même pas dire. Franchement, on s'est fait, tu vois. On s'est pas encore terminé. Si. Après voilà, il y a la foi qui joue, tout ça, mais je veux dire, tant que tu n'as pas compris que tu devras faire 20 fois plus que les autres pour avoir des fois le même résultat, c'est compliqué. Il faut dire aux gens, s'ils peuvent nous écouter là-dessus, il faut être conscient que faire plus que les autres, c'est la normalité chez nous. Exactement. Mais ça, surtout chez nous. Oui. Et ça donne une détermination. La défaite, elle est amère. La réussite, elle a très bon goût. Et nous, on croit que la défaite, elle est tout de suite. Non, ça, c'est l'effort. Si j'ai un mot à placer et que le mot il soit ultra simple, les gens soyez intègres et soyez acharnés. Exact. Un truc qui dit vise le ciel, si tu rates, tu tomberas dans les étoiles, c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire? Donc, vraiment, ne pas écouter les gens aussi. Tu peux douter. J'ai pas l'étoffe pour prétendre à ceci, à cela, mais ne pas douter trop longtemps parce que le doute ça peut être ton pire ennemi en fait. Tu vois ce que je veux dire? À force de te poser des questions, le temps il passe et tu ne fais rien du tout. Il faut avoir confiance en soi, il faut vraiment se dire que moi aussi je peux prétendre à telle ou telle chose si je me donne les moyens en fait. Il faut être passionné. Il faut vraiment qu'il y ait du cœur dans l'histoire. Il faut du cœur, il faut qu'il y ait un élan de sincérité de fou quoi, tu vois. C'est comme ça qu'on reconnaît les vrais défauts. Ouais. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Donc avant de clôturer cette interview, j'ai juste une petite dernière question à vous poser. Vous êtes prêts? Alors, si vous étiez un animal, lequel seriez-vous et pourquoi? Le lion, directement. Pourquoi? Le lion, parce que mon famille ça veut dire lion. Je suis né en août, donc je suis un lion. Et je suis beau gosse comme le lion. Excuse-nous. Et toi, le frère? Moi, je serais un loup. Un loup? Ouais. Pourquoi? J'aime bien ce qu'il dégage. Tu vois, le loup dans la meute et le loup solitaire. Ok, bah c'est tout pour moi. Je vous remercie. Merci beaucoup, c'était un réel plaisir de faire cette Merci avec vous. Disso. De rien, au plaisir. Nali Disso. Yes. Bah je sais que c'est meilleur, j'espère que vous allez aller très très loin, vous le méritez. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Ciao. Voilà, cette interview est maintenant terminée. N'hésitez pas à aimer et à partager la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas aussi à suivre Jiggy sur tous les réseaux sociaux qui s'affichent ci-dessous. Et désormais, vous pouvez suivre aussi son actualité sur notre blog. C'était Nara Nali Disso. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle interview. En attendant, prenez soin de vous.